vos contacts parce que je suis tombé sur votre profil LinkedIn. C'est simple, ça fonctionne. Reach des pages LinkedIn en entreprise, donc en organique, c'était 0,8%. Plus rien dire, quoi. On avait fait des faux témoignages Trustpilot de Elon Musk, même de Dieu. Une personne qui bossait chez LinkedIn m'a lui-même dit bien joué parce que ça, c'est ouf que ce soit passé. La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Scalezia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go. On va parler d'un sujet dont personne ne parle jamais. Vous connaissez LinkedIn? Moi, j'ai des LinkedIn. J'ai découvert la semaine dernière. C'est un petit réseau social qui commence à bien prendre. Et on a décidé d'en parler en avant-première parce que avant que tout le monde se mette à exploiter le filon, parce que nous, on a toujours un coup d'avance chez Scalezia. Vous connaissez Scalezia, c'est une petite boîte qui en veut là. Ça, vraiment, ils ont un boulevard les mecs. Et on va parler de LinkedIn. Comment ça va, Victor? La pire présentation. Comment ça va? Salut Benoît. Ça va super. Super content de pouvoir échanger avec toi, de te rencontrer dans la vraie vie. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Ça fait plaisir. Hein. Deuxième fois que tu viens à Lyon. Je tiens à notifier qu'on est à Lyon et qu'on est content de t'avoir à Lyon. Et parler de ce LinkedIn là, ça a l'air dingue. Ça a l'air dingue, LinkedIn. Et je suis d'autant plus content d'en parler que t'as pas mal pensé le sujet. Et en plus, sur des sujets très complémentaires aux miens, à ceux que j'ai exploités. Donc, très content qu'on en discute ensemble parce que LinkedIn, c'est... on va remettre la casquette premier degré, mais LinkedIn c'est vraiment une plateforme, un écosystème à part entière et t'as plein de manières différentes de l'exploiter. Donc je suis super content qu'on en discute ensemble et qu'on appréhende ensemble la plateforme de façon la plus exhaustive possible. Pas seulement acquisition, prospection, etc., mais sous tous les angles possibles et imaginables. Mais avant tout, je vois que t'as une casquette avec écrit Behind the Skills dedans. Et qu'est-ce que c'est que ça? Dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est bien? Alors, quoi qu'il Behind. Ouais, j'ai mis la casquette, on a un nouveau branding, on l'aime tellement. Behind est très rapidement un média vidéo qui partage de bonnes pratiques dans le digital. Du contenu vidéo gratuit, accessible pour monter en compétences en market, en sales, en social media. On parle pas mal de LinkedIn. On a d'ailleurs ton associé Christian qui est passé faire un tour dans le média. Et tu as insupportable. Insupportable, ouais. Je le supporte pas, mais bon. Ouais, c'est une des rares vidéos que j'ai pas regardées. Alors que j'étais au tournage. Lui non plus. C'est sûr. Et à côté, il y a un studio. Donc, studio de production, accompagne des entreprises qui veulent sortir du lot. On aime bien le répéter parce que je trouve que notre valeur ajoutée, c'est cette capacité à trouver des concepts vidéo qui se veulent un peu plus décalés ou du moins qu'on voit moins sur les secteurs sur lesquels on bosse. Les entreprises nous font souvent confiance, donc ça fait plaisir. Trop bien. Donc, en fait, vous avez trouvé une passerelle entre cette partie-là média où ça apportez énormément de valeur sur des sujets très concrets en plus parce que vous parlez de branding, vous parlez de positionnement, vous parlez de storytelling, enfin vraiment de sujets quand même assez obscurs, assez profonds. Et vous avez réussi à faire la passerelle avec la proposition de valeur audiovisuelle, avec justement cette agence de production média, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, je réalise, c'est que au final, le média est pas une stratégie de contenu dédiée au studio. Le média, c'est vraiment la vitrine de notre marque. Tu vois, il nous permet de faire connaître Behind the Skills. Et il y a pas mal de gens qui connaissent notre média, qui connaissent pas forcément notre agence et ça nous va très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que côté agence, quand on met des actions en place, qu'on parle un peu de cette prestation audiovisuelle, bien souvent, on nous dit, ah, mais ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites sur la partie média. Donc, on a cette identité forte, tu vois, cette stratégie de branding qui fait que, tout de suite, les gens savent pourquoi ils ont envie de travailler avec nous. Puis, même, on a déjà levé quelques freins. Il y a un capital sympathie. Tu vois, donc c'est cool, ça nous permet, je trouve, pas que ça me ferait chier de faire un média sur l'audiovisuel ou sur les bonnes pratiques de la production audiovisuelle, mais je trouverais ça un peu enfermant. Là, on peut se permettre de parler de pas mal de choses, faire connaître notre marque et avec une partie bosser sur la vidéo. Et puis en plus, t'émules un truc qui est ultra important et que peu de gens exploitent à sa juste valeur, c'est le fait c'est cet adage, cet anglicisme de show don't tell.
ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le, montre-le en fait. Et donc en fait, avec votre média, vous mettez directement en scène de façon visible toute l'étendue de votre maîtrise, de votre expertise, et ça permet aux gens de se projeter, de visualiser directement le rendu qu'ils auraient s'ils bossaient avec vous, quoi. C'est ça. Allez, c'est un vrai sujet parce que de plus en plus, on a pas mal de formats qu'on fait avec le studio qu'on met pas en avant sur le média, et ça typiquement c'est quelque chose qu'on va changer pour 2023. Comme tu le dis, c'est la meilleure vitrine. Je sais plus, je parle pas du tout espagnol, donc j'ai pas compris ce que tu avais dit, mais ça a l'air d'être à peu près ça. J'apprends l'espagnol aussi. C'est une belle langue, hein. Aquí está bien, c'est le seul truc que je Aquí veux dire. es la morena. Bon, ouais. Pardon. Et c'est mon 3e enregistrement aujourd'hui. Toi, c'est dingue. Et là, ça enquille, là. Ouais. Mais là, justement, en fait, je suis très content qu'on discute ensemble de LinkedIn. Mais d'ailleurs, avant toute chose, ça m'intrigue de savoir, toi, à quoi LinkedIn t'a servi dans le cas de Behind the Skills, et qu'est-ce que aujourd'hui ça t'apporte? Qu'est-ce qui t'a amené vers LinkedIn? C'est une super question, et ta réponse sur un des sujets va être tellement intéressant aussi, moi, parce qu'il y a un côté très personnel de mon arrivée sur LinkedIn. J'y suis allé un peu, personnel. J'y vais évidemment en me disant, tiens, c'est une plateforme qui peut amener du business, faire connaître sa marque. Et en fait, très rapidement, je prends moi du plaisir à créer des publications. Je réalise le bien que ça me fait perso d'écrire, mais je parlais parfois même de thérapie sur certaines publications. J'ai fait sortir des choses, tu vois, et ça me faisait beaucoup de bien. Et au final, je voyais un peu, je dirais, cette notoriété. On en revient un peu aussi au branding. Ça permettait de donner de la visibilité à Behind. En même temps, je l'ai jamais utilisé. Si on parle vraiment des publications pures LinkedIn, je l'ai jamais utilisé vraiment dans une logique personnellement de prospection. Vraiment, je te dis, de notoriété, faire connaître ce fameux personal branding, et à travers moi, du coup, faire connaître la marque. Je dirais que c'est un peu la première chose. Et en même temps, en disant ça, je réalise que avant de me mettre à publier sur LinkedIn, je l'utilisais aussi beaucoup pour faire connaître le concept du média qu'on allait sortir. Donc, pour le coup, en sous-marin, c'est ça, au final, LinkedIn, si on veut faire simple, t'as 2 moyens un peu de communiquer, la fameuse publication et ces fameux messages privés. Tu vois, commencer par des messages privés, j'identifie des cibles et je leur envoyer des messages pour leur dire, on va lancer tel média, on va parler de ça. Si ça te tente, laisse-nous ton mail. Et mine de rien, les 4 mois avant le lancement du média, où t'es là, tu façonnes, tu cherches un peu, tu vas faire tes premières interviews, grâce à ça, on a, de mémoire, engrangé nos 1000 premiers abonnés. Ça vaut ce que ça vaut. Ils t'ont lâché un mail, ils ont pas vu ton contenu encore. Mais voilà, tu sais pas encore exactement ce que tu vas faire, et ça te met un peu la patate aussi, il faut le dire. Donc en fait, vous avez vraiment fait votre pré-lancement grâce à LinkedIn comme ça. Vous prospectiez de façon automatisée. C'est ça. Et avec votre contenu, le diptyque comme ça, vous aviez même pas créé la moindre vidéo à ce moment-là. Ouais, c'est exactement ça. En parlant, je le réalise. 0 vidéo, je revois presque le message. On va lancer un média vidéo de partage des bonnes pratiques marketing, sales et social media. Si ça t'intéresse, laisse-nous ton mail. Et effectivement, grâce à des outils d'automation, plus à l'époque, ça c'était il y a 2 ans et demi, LinkedIn était, j'ai l'impression, bien moins regardant, on pourra en parler, mais là dernièrement, j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, mon compte se fait bloquer et tout, ils ont l'air un peu vénères en ce moment, LinkedIn. Donc ça tournait assez fort, et du coup, on touchait pas mal de monde là-dessus. Et donc c'était, tu nous as donné un élément de copywriting là, de comment vous rédigiez le message, mais c'était vraiment quelque chose de très frontal. Parce que là, en fait, vous demandiez rien. Juste, c'était, on a ça potentiellement. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non. Ouais. Inscris-toi là, et comme ça, on te prévient, quoi, c'est tout. C'est ça rentrait dans la fameuse note de connexion. Je me souviens. Qui est limité à 300 caractères, toujours. Ouais, je crois que c'était 300 déjà. Et je me souviens de ça, qu'à cette époque-là, tu pouvais envoyer ça. Le taux d'acceptation était énorme. Et que très vite, dans le temps, via l'évolution, je pense aussi de LinkedIn et des outils d'automatisation, je revois un moment où ce message fonctionnait plus. J'avais mes taux d'acceptation, mais parce que je pense que je tombais un peu dans la masse et j'avais plus de mal et
Et c'est là d'ailleurs où tu vois l'importance du copywriting, parce que je me souviens d'un message, une tournure de phrase qui était je suis en me perdant dans les limbes de LinkedIn, dans LinkedIn m'a poussé ton profil, tu vois, tourner un peu comme ça, mais au final c'était exactement le message était le même que de dire je veux rentrer en connexion avec toi parce que ton profil m'intéresse, mais juste cette tournure de phrase en faisant plein de tests, celle-là, taux d'acceptation énorme et énormément de taux de réponse. Haha, moi aussi ça m'arrive de me perdre dans les limbes de LinkedIn, tu vois, donc ça se joue à peu de choses. Excellent. Mais ça c'est souvent, c'est un truc que j'ai théorisé, tu vois, parce que j'ai fait énormément d'outbound et cold email. Alors, au début, j'avais fait du cold call. Après, j'ai fait du cold email et beaucoup de prospection sur LinkedIn aussi. Et en fait, moi, j'ai automatisé tout. Donc, j'avais vraiment cette réflexion en audience et en copywriting. Donc, je faisais zéro ultra personnalisation. C'était, je travaille sur la granularité et la spécificité de l'audience. On en reparlera d'ailleurs après. Et après, copywriting. Et donc, j'avais modélisé un truc qui rejoint pas mal ce que tu disais. C'était, j'ai appelé ça le CPPC. C'est contexte. Donc, vraiment, il faut que l'interlocuteur, première étape de n'importe quel premier message de prospection, l'interlocuteur, il sache exactement pourquoi tu le contactes, qui tu es. Donc là, qui tu es, c'est facile parce que c'est dans ta signature de mail, c'est dans ton nom, c'est dans ton profil LinkedIn et tout. Donc ça, on s'en fout un peu. Mais qu'il ait directement le pourquoi tu le contactes et par quel biais. Et en fait, sur LinkedIn, c'est super simple. C'est exactement comme tu l'as dit. Il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué en mode « Hey, j'ai vu que tu avais liké la publication de un tel il y a le 26 août 1994 sur les conditions des pingouins au Zimbabwe, tu vois. » Osef, en fait. Genre juste, LinkedIn m'a poussé ton profil, quoi. Je suis tombé sur ton profil par hasard. Franchement, ça marche. Ça marche. Et après, tu peux faire jouer la carte de l'humour, comme tu l'as dit. Je me suis perdu dans les limbes de LinkedIn et tout. Par email aussi, c'est un truc qui marche bien. C'est juste, je te contacte depuis LinkedIn. Juste ça. Moi, j'ai remarqué que ça fonctionnait nickel, en fait. En fait, t'en fais un non-sujet. Je te contacte parce que je te contacte, en fait. Après, t'as proposé, le P, c'est la proposition de valeur. Donc, problème solution en gros, donc le CPC, hein. Et donc proposition de valeur, qu'est-ce que tu lui apportes, c'est quoi le problème que tu lui permets de résoudre, et après call to action, call to conversation, donc le C, le dernier C. Et là en fait moi j'ai remarqué sur LinkedIn, ça m'intéresse de savoir ce que c'était toi la phrase qui marchait. Moi c'était vraiment juste peut-on entrer en contact. Elle marchait mais de ouf. Ouais, il est ultra simple, ouais. Super simple. Et toi c'était Alors moi c'est marrant et tu vois tu me fais penser, j'aimais bien envoyer ce premier donc cette fameuse note où j'avais pas ta rigueur, j'avais pas vu passer ton modèle. Du coup je mettais pas d'appel à l'action. Là où je devais perdre du coup pas mal de monde, j'avais quand même un bon taux de réponse, mais j'avoue que j'aimais bien pousser l'outil d'automatisation pour dire moi tant qu'on n'a pas échangé, ça me convient pas, je vais t'envoyer des messages, et je tournais le copy en disant justement, tiens, on est là, on est clairement là pour ça. Tu vois, enfin, je veux dire, tiens, ce serait trop dommage qu'on rentre en connexion et que ça s'arrête à une connexion. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, le côté, j'essaie de mettre, et ça marchait bien à un moment, mettre en avant le côté, attends, il y a plein de connexions. Moi, le premier, je vais faire une demande de connexion, elle est acceptée. J'ai pas échangé avec tout mon réseau LinkedIn. Par définition, un peu d'amener le truc en disant, c'est comme si on s'est dit bonjour, mais on n'a pas du tout discuté, et j'hésitais pas à relancer là-dessus. J'avais même un moment utilisé, tu peux avec certains outils, envoyer des demandes aux personnes qui visitent, simple fait qu'ils aient visité ton profil. Et là, pareil, je sortais tout un copy de dire, tiens, ce serait super dommage que ça se limite à une visite, très, très intéressé de discuter. J'adorais l'idée d'assumer que le message était automatique, mais du coup de jouer sur là c'est un message automatique, je te jure que si tu réponds, je reprends la main, puisqu'évidemment c'est pour créer l'échange. Pareil, ça a lancé. Encore une fois, j'en suis pas. Oui, parfois ça a lancé des échanges où derrière les personnes sont devenues des clients, mais je saurais même pas. Et de toute façon, c'est pas vraiment ce que j'ai échangé parce qu'il y a eu tout. Il y a eu des personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe. Il y a eu des personnes qui sont devenues des partenaires. Alors peut-être que j'aurais dû bien mapper tout ça, mais en tout cas, je sais que ça nous a rapporté beaucoup. Moi aussi, d'un point de vue perso.
Et ouais, c'est pas des métriques à traquer nécessairement en fait au bout d'un moment. Et donc en fait, tu structurais ta campagne comme ça. T'avais une première accroche à accès vraiment très top funnel, donc pour le pré-lancement, mais en fait tu mettais en avant le média, apport de valeur pur et dur dans un premier temps, où là tu cherchais à générer plutôt un clic. Ouais. Et ensuite, plus le temps passait, plus ta campagne s'écoulait. Tu me diras combien de messages il y avait à peu près, parce que c'est un vrai sujet, c'est la modulation de la quantité de messages et de la taille de la séquence, mais plus le temps passait, plus tu partais, plus passer d'un call to action à un call to conversation, en fait, où tu cherchais à générer plutôt une réponse et un échange et une interaction, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vraiment testé les deux. Un moment, l'objectif était vraiment cette fameuse conversation. Donc, j'envoyais le lien. Parfois, les gens s'inscrivaient aux médias, mais j'avais une petite séquence. Moi, j'aimais bien. Alors, je la faisais vraiment sur 15 jours pour pas spammer. T'avais un autre message 5-6 jours après, puis un autre encore 5-6 jours après. Un autre, le premier, savoir si ce qu'il avait pensé du lien que je lui avais envoyé. Et si pas de réponse, un truc qui fonctionnait très bien, c'est un point d'interrogation. J'aime bien les smileys pour détendre un peu le message. Donc je mettais, t'as un point d'interrogation à un smiley, et celui-là, très fort taux de réponse. Tu vois, le côté au final, tu veux, pour dire qu'à la fin, j'allais même plus chercher une tournure, je mettais juste un petit point d'interrogation de relance. Mais le vrai sujet derrière, ça a été au bout d'un moment, justement, le temps de traitement des réponses. Parce qu'il y a un moment, bête, mais du coup, il y a plein de personnes qui me répondaient juste pour me dire, ouais, je me suis bien inscrit. Mais ouais, c'est important, du coup, de leur répondre. Tu leur demandes une réponse. Certains qui partaient et tout. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai coupé ça, j'ai laissé tourner que le premier message. Les gens voulaient s'inscrire, pas s'inscrire, c'était génial. Et le temps que j'ai récupéré, c'est là où je me suis mis d'ailleurs à rédiger des publications. C'était nouveau. Parce que le temps que tu passais, qui était substantiel quand même à répondre, ça t'empêchait d'utiliser LinkedIn. Ouais, d'utiliser LinkedIn, puis même sur d'autres, tu vois, de bosser sur d'autres sujets. Je me revois vraiment. Puis attention, hein, c'est le début. T'es là, chaque personne, tu veux amener une attention particulière. Pas que je le fais plus maintenant, mais parfois t'as un peu des messages, quelqu'un te demande un peu plus d'infos sur Behind, tu peux automatiser des messages, des templates un peu, ok, voilà ce que c'est Behind. À chaque fois, un peu en fonction de la personne, je faisais une réponse. Ouais, puis j'étais moins dans la logique des 80-20 peut-être aussi, donc en fait, vraiment, je me revois à un moment où tu montes une boîte, heureusement que t'as un associé, mais même t'es là et ta journée, elle est bientôt midi et t'as passer ton temps à répondre à des messages LinkedIn, parfois intéressants, parfois moins. Mais ça, tu vois, c'est super puissant ce que tu viens de nous partager, parce que avant même de lancer ton produit, et ça, tu l'as fait pour ton média, mais tu peux le faire pour n'importe quel produit. Et d'ailleurs, parler de prospection automatisée, Wallaxy, j'imagine que tu as utilisé Wallaxy ou à l'époque Prospecting, mais c'était leur stratégie de lancement, quand ils lancent un nouveau produit. C'est-à-dire que ils créent un nouveau profil, ils prospectent, avec leurs propres outils, en mode, ils pitchent l'outil. Si ça t'intéresse, abonne-toi à notre page entreprise, mets ton email ici, etc. On te prévient. Mais tu peux faire de la préactivation au préalable. C'est-à-dire que tu peux très bien, une fois que tu as récupéré un mail, et c'est un truc que j'ai fait de mon côté qui fonctionnait giga bien, c'est, une fois que tu as récupéré un mail, tu peux rentrer cet email-là, cet interlocuteur-là, dans une boucle de conversion par email, où tu vas la contacter, et tu vas essayer de créer un échange par email sur une autre thématique, en mode, ouais, j'ai vu que tu avais renseigné ton mail, trop cool que ça t'intéresse, tu vas voir, on te prépare un truc de fou. D'ici là, en fait, ça m'intéresserait vraiment d'en savoir plus justement sur tes attentes. Est-ce qu'on peut se prendre un petit call? Et là, tu peux transformer ça en opportunité, et ça marche giga bien, quoi. Ouais, tu vois, j'allais en parler, un grand moment, ça me rappelle les débuts de Behind, c'était pas il y a 10 ans, mais c'est cool comme, c'est une belle nostalgie. Objectif, call, 15 minutes. Et vraiment, je l'amenais comme ça en disant, tu as laissé ton mail, donc tu as un intérêt pour le média. Moi, j'étais 100% sincère, authentique. Je disais, t'imagines pas le bonheur que ça me procure que t'aies lâché ton mail sur un projet, que ça t'intéresse, tu vois, un truc que je monte, c'est vraiment, j'aimerais trop pouvoir en parler avec toi, comprendre un peu tes aspirations, ce qui t'amène, ton profil et tout. Alors là,
Au début, c'était fouillis. Je pouvais prendre des rendez-vous n'importe quand. Là, pareil, je me souviens de 2 semaines sous l'eau, des calls. Puis t'en as, tu sais, ça les arrange vendredi à 19h30, certains lundi très tôt. Moi, je suis pas trop du matin, encore moins le lundi, mais tu sais, au début, je voulais laisser plein de solutions. Bref. Après, j'ai évidemment cadré. T'as des outils comme Calendly, des choses qui te permettent assez facilement de mettre des slots et autres. Et j'ai passé de mémoire 3-4 mois. J'ai fait un nombre de calls avec la communauté du média. Tu vois, les gens abonnés, puis plus t'avançais, plus certains te disaient vraiment avaient consommé plein de vidéos et autres. Et ouais, grâce à ça, non seulement il y a une dopamine, quoi, c'est super kiffant d'avoir cette personne au téléphone, mais t'as des retours que t'auras jamais si tu vas pas. Et donc là, tout est histoire de vraiment faire naître cette relation. Mais avant tout, il faut se poser la question de ok, mais comment je les trouve, comment j'identifie ces personnes-là. Tu utilisais quel outil à l'époque pour vraiment constituer tes audiences? Certains vont pas être contents de. Moi, je te dis, je faisais des recherches booléennes sur LinkedIn. Tu vois, je prenais la bonne vieille LinkedIn basique, on se payait. Alors, on avait un abo SalesNav et c'est mon associé qui est plus profil sales qui l'utilisait. Donc ça, c'était vraiment LinkedIn en mode crado. Crado. Alors, j'aurais pu utiliser son SalesNav et je le faisais un peu parfois, mais disons que nous, et c'était une erreur, mais j'étais là à me dire, ok, on est sur un scope un peu, allez, on parle de market digital. Je fais des recherches, alors recherche booléenne, pour ça j'ai appris sur le moment, mais c'est dans la recherche basique LinkedIn. Vous utilisez des guillemets, des and, des or, et ça permet de faire une recherche un peu poussée en fonction des mots-clés du profil. Truc assez trivial, mais ça fonctionne. Ça permet d'aller un peu plus loin que la recherche basique et de contourner un peu les filtres. Mais quand je vois aujourd'hui, on utilise un outil comme EvaBoot pour cleaner des bases, on voit à quel point ça clean alors qu'on part d'une recherche SalesNav. J'ose même pas imaginer. J'ai d'ailleurs des souvenirs d'un infirmier ou d'un journaliste qui répondait à mon message en mode merci, mais je pense pas que ce soit mon sujet. Tu m'étonnes. Parce qu'il faut savoir que, alors, d'ailleurs, EvaBoot, big up à JB, qui va intervenir, je sais pas, par rapport au calendrier, s'il sera déjà intervenu dans les jeunes branches ou pas, mais on va le recevoir parce que sa boîte, elle a fait elle a atteint 1 million d'AR, là, donc trop cool. En bootstrap en plus. Et l'outil est vraiment game changer, il est vraiment très utile. Pourquoi? Parce que c'est un navigateur qui pour moi est un indispensable. Ça, vraiment, vous êtes sur LinkedIn, vous n'utilisez pas ces navigateurs pour prospecter, arrêtez tout ce que vous faites. Vraiment, là, vous perdez votre temps. Il vaut le prix, ouais. C'est surpuissant, à condition de savoir l'utiliser. Et le truc, c'est que ça paraît simple, mais c'est super complexe à utiliser parce qu'en fait, les filtres, ils sont pas égaux. En fait, j'ai, à force d'utiliser, moi, j'ai identifié qu'il y avait 3 typologies de filtres. Et en fait, il y a qu'une seule typologie qui est vraiment intéressante. C'est ce que j'appelle les filtres rigides. Et en fait, c'est tous les filtres qui incombent aux données que l'utilisateur va lui-même renseigner sur son profil, qui va lui-même rentrer sur. Et ça, c'est la donnée où il y a aucune ambiguïté possible parce que c'est lui qui l'a rentré. Et après, tous les autres, ce que j'appelle les filtres souples et les filtres liquides, c'est les filtres, en fait, c'est LinkedIn qui fait sa popote, tu sais, qui interprète un peu, qui fait du recoupement de données, etc. Et là, c'est là que tu te retrouves avec des filtres des recherches ultra crasseuses. Et en fait, moi, tu vois, il faut vraiment bien cartographier le truc, identifier les filtres vraiment rigides et se concentrer là-dessus. Et après, dès que tu utilises des filtres souples ou liquides, et t'assurer d'utiliser un outil comme EvaBoot qui va complètement te nettoyer en fait ton audience, parce que j'ai à se retrouver avec quoi qu'il arrive des profils pas qualifiés, quoi. Ouais, tu peux le dire, big up à EvaBoot. Nous, on est dur sur les outils, on en teste pas mal, et là, on n'a pas réfléchi bien longtemps avant de l'utiliser, et c'est essentiel sur de la strat de call mailing ou autre, parce que, comme tu dis, même en connaissant un peu les bas-fonds de SalesNav, malgré ça, t'as toujours de la perte, et encore une fois, la perte, je le répète, on pourrait avoir, en écoutant ça, peut-être beaucoup se diront, oui, au pire, sur ma base, il y en a 20%, ils sont pas dedans, je m'en fous, j'automatise un peu, mais non seulement c'est pas bon pour l'image, puis au-delà de ça,
tout ce temps perdu, ces mails envoyés là auraient pu être envoyés à une bonne Oui, cible. le coût d'opportunité est énorme, ouais. Ouais, le temps de traitement aussi, on n'y pense pas, mais très souvent, les gens, quand vous tapez à côté, c'est très souvent des gens qui prennent le temps de répondre pour bien te faire dire que t'es passé à côté, bon, que tu le traites pas, même le message que ça t'envoie, la motivation des équipes, c'est un vrai sujet. Imagine, tu contactes, tu vas comme un gros bourrin, tu contactes, tu contactes 1000 personnes par semaine. Sur le mois, t'en contactes 4000. Putain, j'ai calculé vachement vite, t'as vu? Et t'en as 20% qui sont pas qualifiés. Tu te rends compte un peu, t'as fait 800 personnes. 800 personnes, mais c'est-à-dire que potentiellement 800 personnes, donc quasiment l'équivalent d'une semaine de prospection au final, qui passent à la trappe. C'est monstrueux. Et 20%, tu les atteins très très vite quand tu sais pas t'y prendre. Ouais. Et donc pour moi, vraiment fondamental d'apprendre à utiliser ces navigateurs et surcouche EvaBoot qui fait vraiment toute la diff, quoi. Et en plus, ça sécurise ton compte sur les navigateurs. Vu que t'es un utilisateur payant, LinkedIn, en fait, il est 2 fois plus regardant à est-ce que je t'embête parce que tu automatises un petit peu ou quoi, tu vois. Ouais. Et ça c'est pas du luxe non plus. Ouais. Et tout à l'heure, t'as parlé de la partie contenu. Alors, c'est un autre pan de LinkedIn en tant que plateforme, tu vois, en tant qu'écosystème. Comment tu procèdes aujourd'hui? Parce qu'en fait, t'as 2 pans. T'as ton contenu à toi. Ouais. Donc, en tant que CEO, entrepreneur, etc. Mais t'as aussi le contenu behind the scenes. Ça se structure comment aujourd'hui? Alors, c'est marrant. Aujourd'hui, mon profil, j'utilise quand même beaucoup pour ce contenu. Ouais, on peut dire, d'entrepreneur, tu vois. Après, forcément, ça m'arrive beaucoup de parler de behind, mais je réalise parfois que j'ai mis en place un tel process de générateur d'idées perso dont je parle. Alors, tel process, vous direz que j'ai bossé pour la NASA, mais en tout cas, qui me convient, qui me permet de toujours avoir des idées de contenu, qui fait que parfois, je réalise que j'ai plus la place pour parler du contenu behind. Mais ce qui est génial aussi, c'est que côté behind, on a mis en place des choses qui permettent si on parle que de LinkedIn, que la page entreprise est quand même du reach. Alors on sait que c'est un vrai sujet, mais j'avais lu à l'époque un article américain qui disait que le reach des pages LinkedIn en entreprise, donc en organique, c'était 0,8%. Ça veut plus rien dire, quoi, tu vois, comme si, et je pense vraiment qu'ils ont une strat LinkedIn. Tiens, on va faire payer les pages entreprises, on leur donne peu de reach. Mais bon, tu réalises quand même que quand tu connais un peu la structure d'un bon post, que tout le monde dans la boîte il met un peu du sien pour commenter, pour interagir avec le post, on arrive à obtenir des bons reach. Et moi, ça me permet un peu, enfin, je sais pas aujourd'hui pas de me détacher, mais de l'utiliser vraiment en personal branding et d'apporter d'amener peut-être un peu plus de hauteur sur le sujet, de peut-être dire pourquoi on a fait venir tel intervenant plutôt qu'en brut. À un moment, je faisais beaucoup ça. J'étais un peu relais du média. Ça a cannibalisé peut-être un peu aussi. Et cannibalisé à quel niveau? C'est-à-dire qu'en gros, t'avais tendance à peut-être parler de façon un peu redondante des mêmes sujets ou... Ouais. Tu te dis ça. Alors, surtout à un moment, faut bien voir. Au début, je gérais la page entreprise et mon compte. Donc, quid de, je parle de, Chris qui vient de passer dans le média dans la page entreprise, je fais un post avec, les copies, tu vois, t'as forcément un peu la même tournure, et c'est vrai, je faisais presque du copier-coller, je prenais pas trop le temps. Là, j'aime bien l'idée, on a voilà quelqu'un chez nous qui s'en occupe, qui pousse les contenus. On a LinkedIn, on a d'autres réseaux, on a la communauté sur YouTube, on a la communauté de la newsletter, et puis moi je suis toute cette strat-là, et quand tu vois, quand ça inspire mon angle éditorial, évidemment que je vais en parler, mais je m'oblige pas à le faire. Ouais, et justement, comment t'organises est-ce que t'as une éditoriale précise au niveau de ton contenu perso? Parce que bien The Skills, c'est beaucoup, j'imagine qu'il y a 2 pans. T'as la partie distribution des épisodes où forcément tu vas faire un teasing, un pré-teasing, un post-teasing, en mode ouais, cet épisode-là est sorti, enfin tu fais monter l'envie, etc. Et puis après du repurposing où tu vas balancer des extraits, des différents épisodes découpés et ainsi de suite. J'imagine que j'oublie pas trop d'éléments, et puis de temps en temps, peut-être un petit peu de post-branding pour parler un petit peu des coulisses, etc. Et sur ta partie à toi,
ton profil à toi, comment tu structures tes différentes thématiques Ouais. Ouais, moins bien déjà, c'est sûr, Ouais, pas bien, différemment. En fait, au début, j'essayais, j'avais vraiment, ce qui m'a sauvé, on le voit souvent, hein, mais c'est ce réflexe du bloc-notes. Moi, je l'avais pas tant que ça, tu vois, et une fois que tu t'y es mis, tu réalises que voilà, rassembler des idées, c'est bien. Donc au début, il y avait le côté fouillis sur un bloc-notes et au moins j'avais mes créneaux dédiés un peu tous les jours pour écrire. Je regardais ça et je voyais ce qui sortait. À terme, j'essaie de structurer en utilisant un Notion, mais ça peut se faire avec tout outil qui permet un peu cette vue Canva en mode, tu vois, un peu colonne. Et là, j'essayais un peu, en fait, de ce que j'écrivais, de ressortir des thématiques. Et je t'avoue que sur le coup, je regardais, puis j'avais pas vraiment l'impression d'avoir de thématique, donc j'ai essayé un moment de faire ce fameux, tu vois, tofu, mofu, bofu, en disant, ok, en fait, tofu, les posts un peu où je peux me permettre de parler de tout et de rien, des posts un peu plus sur ce sujet digital, et enfin, d'entonnoir, des posts qui vraiment parlent de vidéo. Mais au final, je faisais beaucoup. Ça avait pas du tout de sens. Aujourd'hui, ma ligne, je l'organise par rapport. J'ai regardé un peu mes publications et j'ai dit, mais en fait, pourquoi les gens ils me suivent et des retours qu'on pouvait me faire aussi et des posts qui fonctionnent bien. En fait, j'ai l'impression dans mon cas, qu'on me suivait parce qu'on aime bien mon côté un peu décalé, genre pas dans la moquerie, mais aller traiter un sujet avec un peu un second degré, un truc, ou alors faire une vanne par rapport à une trend LinkedIn ou autre chose. Puis à côté, vraiment le partage de bonnes pratiques, ce qu'on peut revoir dans Behind the Skills. Non, mais je l'organise un peu comme ça, tu vois. Et en fait, tout est beaucoup plus simple parce que toi, soit j'aime bien partager la bonne pratique que j'ai appris, que je vais sortir d'un post que j'ai lu de toi, ou vraiment je me nourris, nous c'est le but de Behind, on se nourrit des experts et de ce qu'on va lire, soit vraiment d'un truc où je veux aller me faire plaisir sur un sujet, me marrer un peu. Ok, donc t'as très bien défini hein, le modèle qui est assez pratique et opérant, c'est le tofu mofu bofu. Donc bofu, ça a des thématiques généralistes où tu vas parler de sujets sociétaux. Moi j'aime bien dire qu'en gros à ce niveau-là, tu vas parler à tes concitoyens, en fait. De causes qui te tiennent à cœur, de causes qui t'animent, etc. Qui touche tout le monde. Et qui touche tout le monde, ou en tout cas une cause sociétale. Après, ou alors tu vas raconter ta life aussi. Storytelling, qui est fondamental. Ensuite, middle funnel, mofu. Tu vas parler de... Moi, j'aime bien dire que tu parles à tes pairs. Où tu vas parler, tu sais, t'es entrepreneur, tu vas parler d'une aventure entrepreneuriale, tu vas parler, je sais pas, de tout ce qui s'y rapproche. Les behind the skills, les behind the scenes de ta boîte, tu vas parler de tes apprentissages entrepreneurs et tout. Et après, bofu, tu vas parler à tes prospects, à tes clients. Donc, aux gens qui sont potentiellement amenés à bosser avec toi et à te payer, en fait, pour la valeur que tu apportes. Et donc là, tu vas parler de ton expertise, tu vas parler de ton offre, etc. Et comme ça te permet de vraiment couvrir tout le scope des gens qui cohabitent sur LinkedIn, quoi. Et comment tu... C'est quoi les ratios? T'as un ratio spécifique ou c'est... Ouais, je vois très bien. Et quand tu le décris comme ça, c'est d'autant plus clair. Mais en ce fameux tofu, tu vois, tout en haut de ce funnel, ouais, c'est là où je me sens... Naturellement, je vais plus produire là-haut. Ce qui est marrant, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression des échanges que j'ai pu avoir, tu le disais, c'est important de le répéter, ils sont essentiels, ces posts un peu storytelling. Apprendre, oser parler de soi, oser parler d'une expérience pro, réussie ou pas, mais et ça, moi, en tout cas, beaucoup de personnes... J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient du mal à faire ça, mais j'ai l'impression que tant que tu fais pas ce genre de publication, tu peux pas vraiment rentrer dans ce jeu un peu de la création de contenu, du moins créer une communauté, qui me semble assez logique au final, parce qu'on a, au-delà des compétences de quelqu'un, t'as envie de t'attacher à la personne, et si la personne te partage pas, c'est compliqué. Même de façon, tu vois, le second degré, bref, c'est un autre sujet, et c'est là au final, en tout cas dans mon cas, sur la partie un peu plus bottom, parler de l'offre, faut que j'aille me
me challenger, tu vois. Tout de suite, j'ai l'impression d'avoir plus de mal. Ah, c'est marrant, c'est l'inverse, moi. J'ai mis énormément de temps à faire du top funnel, tu vois. Ouais, si j'avais vraiment enfin, c'était pratique c'était tout ce qui était vraiment pratique, concret et qui touchait à des thématiques entrepreneuriales ou en lien avec mes expertises, j'avais aucun problème. Mais par contre, le top funnel, j'ai mis énormément de temps à parler de moi, j'ai mis énormément de temps à parler de sujets sociétaux et tout. Et c'est marrant, tu vois, de voir à quel point tous les créateurs sont différents et que toi, c'est une vraie facilité, tu vois. Et d'ailleurs, c'est souvent quand tu fais du top funnel, donc des sujets généralistes comme ça, que t'as beaucoup plus tendance à attirer les foudres. Ouais. Comment tu gères ça, toi, de ton côté? Ça va. Alors, j'ai quand même une tonalité qui fait que je suis pas un profil clivant, tu vois, dans mon contenu. Alors, je sais d'ailleurs que c'est une chose, alors, je sais pas s'il faut le faire, mais en tout cas, on entend souvent que c'est important ça peut servir d'être clivant et de prendre parti, puisque forcément, il y a deux camps et qui peuvent échanger. Je dis pas, je sais pas, j'ai des origines suisses, c'est peut-être ça, mais j'ai toujours amené, tu vois, espagnol. Espagnol et anglais apparemment. Et tu vois, j'ai toujours amené le contenu de manière à, laisser les deux parties échanger, mais pas forcément rentrer en frontal. Donc, j'ai vraiment très peu de souvenirs de clash, de commentaires qui vont vraiment contre. Pour te dire, c'est même anecdotique. Je me souviens, ça m'a peut-être orienté dans ma création de contenu, mais vraiment vers les débuts, je me souviens les premiers posts qui fonctionnaient un peu. J'avais reçu un commentaire, je sais plus le sujet, mais assez agressif. Et puis là, j'étais donc rentré dans le débat. Ça avait fait, tu sais, un échange avec la personne de moins 16 commentaires. Et cette personne-là, elle finit par supprimer son commentaire. Et du coup, quand tu fais ça, tous les commentaires disparaissent. Et là, je m'étais un peu dit, mais du coup, à quoi bon, en fait, je vais rentrer dans un débat qui peut disparaître à tout moment. Donc, je pense un peu depuis ça, j'ai aussi cette façon de, même les commentaires un peu clivants qui vont contre ce que je dis, je les accueille plus de manière, merci pour ton point de vue, et j'essaye pas de rentrer dans le débat. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais du coup, par définition, je crée moins de commentaires, on peut pas les appeler négatifs, tu vois, mais clivants. C'est souvent, il y a souvent cette ambiguïté qui est très rhétorique pour moi, de négativité égale hater. Hater, en fait. Ouais. Un commentaire négatif, c'est pas un hater, hein, c'est juste un avis contradictoire. Mais t'as un petit peu cette mouvance-là qui me déplaît pas mal à titre perso chez les créateurs LinkedIn on est en désaccord avec moi, on le manifeste, j'ai des haters. Non, un hater, c'est pas ça. Un hater, c'est quelqu'un qui t'insulte et qui te manque de respect. Clairement. Et qui sort du cadre de ce qui est tolérable dans un échange d'humain à humain, c'est tout. Et donc, comme tu l'as dit, il faut être prêt à accueillir les avis contradictoires, négatifs, à débattre. Et après, tu peux être pas du tout d'accord tant que ça reste cordial, il y a pas de souci, quoi. Et après, par contre, c'est à chacun, parce que ça prend du temps, de répondre. Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des commentaires où j'ai envie de répondre. Je sais quoi lui répondre, mais j'ai pas le temps, quoi. Ou alors, je réponds une fois, il rebondit. Ah ouais, mais il faut que je fasse autre chose au bout d'un moment. Ouais, bien sûr. C'est frustrant, quoi. Mais donc, ouais, pour moi, de toute façon, à un moment donné, t'as aussi une nécessité de temps de pas répondre à tout le monde et que chacun reste sur son avis, ou potentiellement ça évolue, mais tu peux pas te nourrir d'une conversation étendue sur ces commentaires comme tu l'as fait, quoi. Ouais, c'est ça. Alors tu le fais qu'une fois. Ouais, ça amène un sujet aussi, symbole sur lequel on m'a pas mal posé de questions. C'est aussi comment, quand tu crées du contenu sur LinkedIn, t'essayes un peu de faire en sorte que tes équipes ou les personnes autour de toi dans ton entreprise publient. Je pense que ça peut être un sujet intéressant à traiter. Mais tu vois, nous, on avait eu le cas de même quelqu'un chez nous qui allait même sur d'autres publications pas les siennes et s'investissait énormément dans des débats. Mais tout le monde utilise les réseaux comme il veut, évidemment, mais du coup, on avait eu un peu cet échange en équipe de quelle est la bonne situation, et je sais pas, on avait fini par se dire un peu, à la fin, il faut pas qu'il y ait de débat, mais disons qu'il faut pas oublier qu'on est sur une sphère, sur un réseau social, et c'est
il y a pas de question d'avoir le dernier mot, le débat se réglera pas là, et comme tu l'as dit, l'énergie parfois que tu vas aller mettre là-dedans, elle est sans doute pas nécessaire. On est quand même dans un jeu de visibilité, mais jusqu'où il faut aller. Ouais, c'est ça. La visibilité, c'est un tweetos américain qui son slogan c'est likes and cash. C'est de l'espagnol pour dire T'as vu dans mes yeux. Il va la sortir ou pas. C'est ouais, les likes c'est pas de l'argent. Donc à un moment donné, oui, t'as une corrélation entre ta portée, et c'est sûr que t'as une corrélation entre ta portée et la portée de ton contenu, sa viralité, et ce que tu vas générer comme chiffre d'affaires, etc. Mais ça reste une corrélation, quoi. Par contre, c'est sûr que si ton contenu est extrêmement qualitatif, enfin, on va dire, apporte de la valeur, mais que personne le voit, bon, bah, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et en fait, pour moi, il y a 4 grands types de likes sur LinkedIn, mais sur n'importe quel réseau social. Et en fait, c'est quand t'as compris ça, bah, tu sais sur quoi tu dois jouer. Et en fait, pour moi, t'as les likes de connivence. Donc, les likes de connivence, c'est, tu sais, quand tu fais justement des posts, top funnel ou des prises de position assez, pas forcément clivantes, mais assez arrêtées sur des sujets où les gens, en fait, ils vont faire, ouais, t'as trop raison, tu vois. Tu fais un post, par exemple, sur la transition énergétique, en mode tu t'indignes de causes tout à fait légitimes, tu vois, mais vraiment un post d'indignation, bah en gros, imagine les gens sont dans un stade, ils vont faire ah vas-y, trop vrai, tu vois. Ça, c'est les likes de connivence. Après, tu vas avoir les likes de soutien. Et en fait, je vais par ordre décroissant de potentiel de viralité et par ordre croissant de potentiel de business. C'est-à-dire que là, en gros, like de connivence, c'est le max que tu peux trouver. Quasiment ex aequo en termes de viralité, quasiment ex aequo, c'est like de soutien. Donc c'est quand tu fais un post où tu vas tu sais, en mode je suis un homme mais j'ai des fêlures, tu vas reconnaître une friabilité, une faiblesse du post de storytelling, en fait. J'ai une épreuve, voilà comment je l'ai surpassé. Vous aussi vous pouvez faire la même chose et tout. Inspirant, tu sais, tout contenu doit être inspirant, enfin instructif, divertissant, inspirant. C'est des curseurs, tu vois, c'est pas des options. Et donc en fait, bah ça va très très bien marcher aussi. T'as les posts ensuite de réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? C'est t'apportes de la valeur. Tu sais, tu vas faire un carrousel. Bah, toi, par exemple, tu vas faire un carrousel pour expliquer comment faire une vidéo parfaite. Tu vas faire un post pour expliquer, quel matériel choisir, quel logiciel de montage, genre votre stack, la stack idéale pour commencer en vidéo pour faire un média. Donc là, c'est des likes de réciprocité. T'apportes de la valeur, les gens like pour te remercier, en fait. Et après, t'as les likes de mindfuck. Engagement de mindfuck. Moi, je dis like, c'est un like, partage ou commentaire. Où là, en fait, les gens vont, tu vas leur retourner le cerveau, en fait, en déconstruisant une idée reçue, un mythe, quelque chose qui a la peau dure vraiment. Par exemple, tu vas déconstruire par A plus B le fait que la concurrence, c'est un non-sens absolu. Le concept de concurrence est un non-sens absolu, par exemple. Bah là, mindfuck. En fait, les gens vont réagir pour en mode oh putain mec, tu m'as retourné ça. Tu m'as retourné, donc je like quand même. Exactement. Et en fait, tu vois, t'as à chaque fois les posts ont un potentiel de viralité de moins en moins fort, et par contre un potentiel de business de plus en plus fort, où tu vas pouvoir de plus en plus facilement, en fait, à mesure que tu descends la pyramide, générer facilement des conversions du business et des opportunités, tu vois. Le mindfuck est celui qui, selon toi, génère mindfuck et réciprocité, c'est pour moi, c'est les deux grandes familles de contenu qui vont te générer du business. Par contre, c'est les deux autres, en fait, sont ceux qui vont créer le momentum autour de ton profil, autour de ta personne, et qui vont créer la viralité, et qui vont te permettre de sortir de ton premier, de ton deuxième cercle habituel, des gens qui vont voir très souvent, quasiment systématiquement tes publications, mais qui en gros te connaissent, te voient passer déjà, et vont pas être amenés à convertir, tu vois. Et ceux-là se sont attachés à ta personne, j'ai l'impression. On en revient, tu vois, mais ils te connaissent. En fait, ils te connaissent déjà. Donc, ils sont déjà positionnés par rapport à ton contenu. Donc, ils savent qu'ils l'aiment, donc ils vont liker, etc. Mais par contre, ils sont aussi positionnés sur le fait que, sur le fait de, est-ce que je suis un prospect ou pas? Et donc, à partir de là, au bout d'un certain temps, et qui est assez court, en fait, cette audience-là, cœur, vraiment le cœur fort de ton audience, tu peux pas, tu peux vite plus en tirer grand chose, cyniquement parlant, d'un point de vue business, parce qu'elle s'est déjà positionnée, en fait. Ouais, surtout sur un réseau qui a, il me semble, la plus grosse majorité silencieuse de tous les réseaux. C'est plus que ça, c'est
quelque chose sur 1% des gens qui publient, même pas. Ouais, qui publient, et même sur les gens qui réagissent. Moi, je vois, je sais pas, mais tu peux faire un test un peu rien que dans l'entourage proche. On va me parler, des personnes vont me parler de mes publications LinkedIn. Je sais éperdument plus ou moins qu'ils les ont jamais likées. C'est pas du tout un reproche, tu vois, mais je trouve que LinkedIn tout particulièrement est une plateforme où, sauf qu'on a, les gens n'ont pas le réflexe d'interagir, ou alors il faut être, comme l'analyse est super intéressante, très bon pour les faire interagir, parce qu'il y a une image professionnelle en jeu. On sait que LinkedIn met énormément en avant un tel a liké ça, donc Exactement. Et ça c'est la grande, pour moi, je pense, c'est la grande, le grand fardeau de LinkedIn en fait. Ça c'est le grand fardeau de LinkedIn. Un problème que t'as pas du tout sur Twitter par exemple, ou sur TikTok et tout. Et c'est là que tu vois que le taux d'engagement, c'est délirant. Enfin sur Twitter, mais j'ai vu des likes, vraiment des tweets éclatés au sol, mais taper des 300 000 likes. Ouais, J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de likes que sur Twitter. Et sur Insta aussi de plus en plus avec les Reels, mais c'est délirant quoi. Et pourquoi? Parce que justement t'as pas cette dimension, cette social currency, comme on dit dans le jargon, de ton like tu vas le porter comme ça va faire partie de ton identité professionnelle, de ton identité personnelle. Sur Twitter, tu t'en fous, de toute façon la majeure partie des gens c'est des comptes anonymes quoi, donc ils s'en tapent quoi. Et pareil pour Insta, enfin ça se voit pas. ouais. Et il reste un sujet dont on n'a pas parlé, c'est celui de LinkedIn Ads. Sulfureux sujet Sulfureux sujet. incroyable, parce que ce sujet, j'ai l'impression, alors c'est pareil, qu'il est presque en train de sortir, tu vois, parce qu'en fait très longtemps ça a été vu comme une régie pub. Les gens s'arrêtaient à faire de la pub sur LinkedIn, c'est cher, donc j'en fais pas. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dans les esprits, les réflexions. Je l'ai un peu validé en testant un peu sur le sujet. C'est un truc que je fais depuis des années, que j'aime beaucoup, le sujet de LinkedIn Ads, et en partageant des coûts par résultat que je peux avoir, donc le coût pour générer un lead, le post a vraiment explosé et tout le monde voulait savoir, et en fait tu réalises qu'il y a pareil un vrai intérêt sur le sujet. Et t'as fait quoi? C'est parce que là t'as parlé de posts, tu sponsorises des posts, c'est ça? Non, alors là c'était vraiment, j'avais fait un peu, en fait, pour te raconter, on a mis en place une campagne où on atteint un coût par résultat ou coût par lead dans le cadre de cette campagne de 6 €, qui est quand même, moi qui en fait depuis longtemps, 6 €, je me disais c'est vraiment bas. Alors évidemment, le résultat, je l'ai eu sur une période de 3 semaines. Sur le global, la campagne, le coût par lead était autour plutôt de 20 €, ce qui reste très bon, mais 20 € pour les personnes qui en vont, c'est très faible. C'est faible, mais ça peut, beaucoup ont réussi à le faire, enfin, voilà. Et juste à 6 €. C'est faisable. Ouais, bien sûr. Mais à 6 €, j'étais impressionné du résultat. Donc, j'ai juste un peu en disant, tiens, un coût par lead à 6 €, et c'est où vraiment j'ai attaqué le poste en disant, je sais même pas si en fait le sujet intéresse vraiment, mais c'est ce que j'ai fait. Je serais trop chaud de peut-être faire ma première vidéo behind the skills là-dessus, parce que là vraiment je sentais que j'avais de quoi passer dans le média ou être invité peut-être. Et je te dis, énorme engouement autour du sujet. Donc on a tourné la vidéo qui est en ligne maintenant, en essayant, en parlant un peu de cette campagne et en expliquant. Et au final, t'as ces trois. Moi j'ai vu, il y a deux très grands, deux piliers qui sont selon moi vraiment la partie créa, la publicité que tu vas créer, et comment tu gères ton audience. Après, des petites choses à savoir sur le nombre de publicités que tu pousses, mais j'ai partagé, certainement parler là notamment des petits tips où beaucoup m'ont dit celui-là je l'avais pas, mais qui te permettent d'avoir bien meilleure performance. Et t'as un exemple de ces tips? Teasing. Non du tout. Ouais, en fait un que j'aimerais être très très actionnable, tu vois, celui où on m'a fait beaucoup de retours et j'en avais pas, et tu te demandes un peu comment LinkedIn gère ça, mais quand tu crées une audience sur LinkedIn Ads, il te demande donc où se trouve ton audience, mettons en France, et la langue du profil. La langue du profil, et moi le retour je l'ai eu parce qu'à force de gérer des campagnes LinkedIn dans une autre vie, j'avais certaines relations avec peut-être certains échanges avec des personnes chez LinkedIn qui te partageaient un peu les infos chaudes, et là on m'avait appris qu'il fallait
même si tu faisais une campagne en France, absolument mettre une langue de profil en anglais. Pourquoi? Parce que certaines personnes en France aiment mettre leur LinkedIn en anglais. Pas moi, comme tu peux l'imaginer, mais certaines personnes. Et en fait, en mettant, si tu mettais assez logiquement, je vis en France, donc je veux les profils français, tu peux faire les tests sur les audiences des milliers de personnes, alors que LinkedIn, en contrepartie, t'assure que si tu mets bien secteur France et profil en anglais, tu ne toucheras que une population française. Tu vois, et ça, c'était un petit truc, je me souviens, j'ai eu plein de retours là-dessus, et déjà, tu fais un peu grossir ton audience, et surtout d'avoir ce tips-là, si t'es un des seuls à l'avoir, les quelques milliers de personnes dont je parle, on sait que la pub, c'est un jeu de concurrence, c'est vraiment des enchères, et tu touches tout un tas de personnes que plein de tes concurrents ne touchent peut-être pas. Et donc, ça diminue l'intensité des enchères, donc ça diminue ton coût par 1000, et donc, tu t'en sors avec des coûts à moindre cas. Ouais. Trop bien. Et ça me fait penser à un hack. Je le trouve. Il est débile, mais il marche trop bien. T'as 80 à peu près des filtres sur ces navigateurs sont les mêmes que sur LinkedIn Ads. T'as compris? C'est un délire. C'est vraiment, genre, tu fais ça, tu prends, alors, s'ils entendent ça, par contre, ils vont nous défendre. Mais en gros, tu fais ta recherche sur LinkedIn Ads parce que tu as plus de filtres que sur sa navigateur. Donc, tu fais ta recherche sur LinkedIn Ads en t'assurant d'utiliser bien des filtres concomitants. Tu génères ton audience, faut qu'il y ait maximum 2000, faut qu'il y en ait de maximum 2000, donc vraiment des micro-audiences, quoi. Tu la génères, tu récupères des filtres, tu fais la même recherche sur cet navigateur. Là, en fait, LinkedIn Ads, ça devient la seule régie pub au monde où tu peux faire du targeting, du ciblage intuitive nominae, où tu connais le nom et la boîte de la personne que tu targetes, quoi. Et donc, en gros, tu peux faire une campagne de brand awareness où tu vas faire où tu vas faire en sorte que pendant 2-3 semaines, la personne voit passer ta pub 3 à 4 fois, histoire de répéter un petit peu, histoire de la familiariser avec ta brand, avec ton nom, avec ta proposition de valeur, etc. Et puis, au bout de 2-3 semaines, t'envoies une campagne très soft, avec Wallaxy ou avec ce que tu veux, en mode prospection. Et là, ton taux d'activation, ton taux de conversion, il explose, quoi. Parce que t'es plus un inconnu, ouais, mais. Exactement. Ouais, le type, c'est incroyable. C'est pareil. Et LinkedIn Ads, franchement, ça en fait pour moi pour moi, la régie pub B2B la plus puissante, quoi. Ouais, c'est la folie. Et encore une fois, quand tu vois beaucoup d'idées reçues de ça coûte plus cher sur LinkedIn, faire un test tout simple, Alors, surtout si vous êtes en mode secteur B2B, essayez d'aller générer des leads sur, parlons de Meta et typiquement de Facebook, et générer des leads sur LinkedIn, et aller jusqu'au bout du process de la qualification de votre lead. Je vous assure que sur vos régies publicitaires, le coût par lead sur Facebook sera beaucoup plus faible que sur LinkedIn, et encore. Et par contre, à la fin, en termes de closing et autres, c'est le jour et la nuit, parce que les cibles sont la qualité des audiences, c'est pas du tout la même, du ciblage du moins. Alors, moi, je te propose un truc, là, pour conclure l'épisode qu'on a vachement bien structuré, je trouve. On reprend chacun des 4 piliers et tu nous fais, ok, vas-y, tu nous fais à chaque fois tes X bonnes pratiques sur chaque pilier. Donc, prends prospection. C'est quoi les bonnes pratiques selon toi, genre indispensables? Prospection, bonnes pratiques, indispensables. Prendre le temps du fameux copy, de la rédaction, sortir du lot. Je disais, pas besoin d'un message complètement ultra poussé, ultra sectorisé, mais juste le bon mot qui fonctionne bien. Et puis surtout le conseil que tu donnais, quoi, le pourquoi. Je reprendrai cet exemple. Je vous contacte parce que je suis tombé sur votre profil LinkedIn. On l'a tous les deux dit. C'est simple. Ça fonctionne. Ah ouais, logique. Allez, on rentre en connexion. Et après, on en a peu parlé, mais autant le partager aussi. Il y a ces sujets de notes vocales, de prospection via de la vidéo. Je pense vraiment que t'es pas allé creuser là. Déjà, le message vocal est de moins en moins, se voit de plus en plus. La vidéo, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser aussi. C'est un truc. C'est marrant parce que j'avais testé ça de mon côté. Pour ma compagne qui voulait targeter des femmes parce qu'elle est accompagnante parentale. et je me suis rendu compte qu'après Kevin Dufresne,
tu sais, de Ouais. formation gros hacking, avait fait la même chose pour un autre use case, en fait. C'est-à-dire que, vu que je voulais targeter des femmes et que sur Sales Navigator, tu peux pas targeter des femmes, tu peux pas targeter Des genres, hommes ou ouais. femmes, des genres. En fait, j'ai targeté toutes les maris. J'ai fait des listes avec choper la liste des prénoms, la liste des 20 prénoms les plus donnés. En plus, j'ai choisi, je voulais des gens qui étaient qui étaient autour de la trentaine. Donc, j'ai été voir, 93, 80, 92, 91, les prénoms les plus donnés ces années-là. J'ai été choper les 5 prénoms les plus donnés, j'ai fait la moyenne, tu vois. Et après, j'ai généré un listing de Marie, de Alice, de Mathilde et tout. Et j'ai contacté, genre vraiment, et donc on se retrouvait avec des taux d'acceptation de Marie à accepter, tu vois. Et ça marche de fou. Et Kevin Dufresne avait fait la même chose pour de la vidéo. Alors moi, j'ai jamais testé tout ce qui est vidéo, tout ce qui est image personnalisée, tout ce qui est lien personnalisé aussi. T'as Preview Panda qui fait ça très bien, t'as YouClick aussi, qui font ça très bien, où ça t'envoie un lien personnalisé avec le nom, le prénom, avec une image personnalisée. Ça marche vachement bien pour le taux de clic. J'avais testé ça d'ailleurs, par contre, oui, n'importe quoi. J'avais pas testé les vidéos, mais les liens personnalisés, ça marche super bien. Et YouClick, pour le coup, très très cool. Et en fait, lui, il avait fait la même chose avec de la vidéo. Mais sauf que pour personnaliser le nom de la vidéo, il a été targeté que des gens. Donc il avait enregistré une vidéo, salut Jean et tout, machin, tu vois. Il a envoyé ça à un listing exclusivement de gens, tu vois. Et ça fonctionne nickel, quoi. Bah ouais, super bonne idée. C'est giga smart. Et donc on en revient à l'importance de vraiment de la qualité du ciblage, quoi. En fait, ça change tout. Ouais. Qualité du ciblage, les bonnes bases de données. Encore une petite dédicace à Eva Boot, parce que honnêtement, tant que vous l'avez pas utilisé, voyez le temps perdu à envoyer aux mauvaises personnes. Bon ciblage et sortir un peu du lot dans le message sans en faire des louches. Et donc bien optimiser le profil. On n'a pas parlé du profil, mais en fait il y a tellement de contenu aujourd'hui sur comment optimiser son profil. Ouais. Enfin, c'est du bon sens, quoi. Tu parles à ton audience, sois clair, évite le jargon. Enfin, vraiment traite le truc comme une landing page, comme si tu t'adressais à ton interlocuteur à qui tu veux vendre. Et c'est tout, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Et sur la partie ensuite, c'était laquelle la deuxième? C'était le contenu. Ouais. Sur la partie contenu, Ouais, mon conseil qui serait très dont on a parlé, c'est vraiment oser parler entre guillemets de soi ou d'histoire. Justement, c'est quand vous pensez à quelque chose que vous auriez du mal à partager sur une sphère LinkedIn, partagez-le. Alors évidemment, on parle de sphère professionnelle, que ce soit une réussite, bien souvent un échec, mais moi j'ai vraiment souvenir que les publications un peu qui m'ont permis un peu de monter une marche et de faire connaître Behind, c'était celle où je l'ai publiée et les 15 minutes qui suivaient, je me disais j'hésitais à la supprimer en me disant mais non, attends, mais pourquoi je raconte ça? Peut-être que tout le monde s'en fout. Bref, envahi de doutes. Et au contraire, c'est souvent avec ces publications-là qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je dirais pas hésiter à aller là-dessus. Et puis on l'entend beaucoup, mais le bloc-notes à idées. Mais au-delà de l'avoir, je crois que ça a été beaucoup dit, mais en faire une routine, que ce soit un réflexe. Je sais pas l'exemple d'un film comme 8 Mile avec le rappeur Eminem, mais qui apparemment a toujours fait ça, quoi, gratter constamment sur son bloc-notes, noter tout ce qui lui passait par la tête. Mais en fait, à partir du moment où on va être dans une logique de création, que ce soit sur LinkedIn ou pour faire du rap, quand quelque chose vous passe par la tête, écrivez-le, parce que c'est de là aussi que sortent les meilleures publications, je trouve. Carrément. C'est ce que Orelsan aussi a fait beaucoup, obsessionnel de la prise de notes. Mais pour moi, la création d'une manière générale, la création, c'est pas un talent, c'est un système. T'en as très bien parlé d'ailleurs. Ouais. Ouais, mais parce que pour moi, c'est fondamental. Ouais. Je vois tellement de gens bloqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un système qui se découpe en 3 étapes. C'est ton idéation, la maturation de l'idée et la production. En fait, c'est 3 étapes distinctes. Et le problème, c'est que quand tu te mets devant ton bloc-notes, devant ton traitement de texte sur ton ordi, en mode page blanche, tu sais pas ce dont tu vas parler, c'est le meilleur moyen de te retrouver en panne d'inspiration et syndrome de la page blanche et il se passe rien, quoi. Et t'abandonnes. Exactement. Alors que si t'as complètement scindé le truc, que ton idéation, tu l'as fait de façon,
individuel, tu l'as fait en flux tendu, en flux constant. Tu vas noter tes idées quand ça devient, etc. Et tu vas mettre en place un système de prise de notes qui est très facilement accessible, qui va te permettre sans aucune friction de noter la moindre petite bribe de conversation, la moindre petite pensée qui te traverse, etc. Et ben en fait, tu te pointes déjà avec un bagage d'idées potentielles à exploiter qui est substantiel et qui te permet de toujours avoir un truc à raconter. Ça fait une grosse partie du taf. Ouais. Et après, c'est de l'ordination. Mais le documentaire d'Orelsan, je l'ai trouvé passionnant, notamment pour ça, parce que dans la 2e saison, il détaille tout son processus créatif. Parce que ça documente, je sais pas si tu l'as vu, mais ça documente tout le processus, toute la phase de création de son dernier album. C'est d'un point de vue artistique et d'un point de vue démarche créative, c'est passionnant. Passionnant, ouais. À partir du moment où tu le crées, c'était vachement inspirant. Ouais. Et LinkedIn Ads, c'est quoi les bonnes pratiques avant LinkedIn Ads, on a pas mal parlé de l'audience, prendre le temps de bien créer ses audiences. Il y a des types, on n'a pas parlé de tous les types, on a parlé d'un type. Un autre type, pour donner un exemple, c'est très souvent aussi par taille d'entreprise et par niveau hiérarchique. Très intéressant de faire ça. On se dit, moi, je peux vendre à des entreprises entre 50 et, même 2000 salariés. Ça peut passer. Et, de toute façon, je veux des décisionnaires. Donc, je mets les directeurs, le président, et en fait, tout faux. Pourquoi? Parce que le directeur d'une entreprise de 50 à 200 salariés et celui d'une entreprise de 500 à 2000, on lui parle pas du tout de la même façon. Donc, juste, de temps en temps, on se dit, allez, je peux pas mettre énormément de budget, je mets tout le monde dans le même panier. Vaut mieux faire une entreprise ciblée sur les directeurs d'entreprise de 50 à 200 salariés ou les présidents et aller taper les directeurs d'entreprise. Bref, prenez le temps. Il y a pas mal de contenu là-dessus. Prendre le temps sur les audiences et sur la créa, la publicité. Pas oublier le temps de l'attention qui est super faible sur les réseaux, qui plus est sur du contenu sponsorisé. La proposition de valeur, elle doit être ultra claire. Nous, par exemple, on aime beaucoup faire sourire la fameuse campagne dont je te parlais. On avait fait des faux témoignages Trustpilot de Elon Musk, même de Dieu. On se souvient. Sur un contenu. Un gars de LinkedIn, j'ai échangé là-dessus, il a regardé. Une personne qui bossait chez LinkedIn m'a lui-même dit, bien joué, parce que ça, c'est ouf que ce soit passé, parce qu'ils analysent quand même les pubs, c'est dingue que ce soit passé, parce que même si des personnes ultra connues, que c'est du second degré, ça pourrait être bloqué, mais preuve qu'on peut faire des choses très créatives. J'ai jamais eu des taux de clics pareils. Tu fais sourire. Et en plus, si tu fais de la super publicity stunt, c'est-à-dire qu'après tu peux en parler, tu peux mettre en place une boucle où tu parles dans ton contenu de ce que tu as fait sur LinkedIn Ads et ce que tu as fait la dernière fois. Ouais, c'est là. Il faut que ça se nourrit, quoi. Ça nourrit. Mais c'est là qu'on voit, en fait, que les constances, c'est la créativité, l'apport de valeur, savoir à qui tu t'adresses. Et en fait, c'est des constantes qu'on va retrouver dans n'importe quelle pratique marketing. C'est dingue, hein. Ouais. Et c'est le fait que LinkedIn, et ça pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un utilisateur qui retire vraiment le maximum de valeur de LinkedIn et celui qui n'en retire aucune. Donc celui qui va cramer tous ses budgets pubs, celui qui va avoir aucun résultat en prospection, celui qui va avoir aucun résultat dans son contenu. C'est que le premier, en fait, il a compris que c'est une plateforme holistique, écosystémique et qu'il faut jouer le jeu de la plateforme. Et donc, LinkedIn, si tu publies sur du contenu, si tu publies toi du contenu, réponds à tes commentaires au maximum, engage sur les contenus des autres, like, commente le plus possible. Si tu fais de la pub, nourris-toi des pubs des autres. Si tu prospectes, apporte de la valeur, réponds à tes messages. Enfin, sois toi-même client en fait de LinkedIn. Et surtout, active tous ces micro-canaux ensemble en fait. Active tout parce que si tu fais de la prospection, entre le moment où tu as envoyé ton message d'invitation et où la personne l'a accepté et le moment où elle va se dire ok, c'est le 3e message qu'il m'envoie, peut-être que je vais répondre, sûrement qu'entre-temps, vu que vous êtes connecté il y a pas longtemps, il aura vu passer 2, 3, 4 de tes publications, il aura vu passer tes pubs, etc. Ce qui font que il sera beaucoup plus enclin, ne serait-ce que cognitivement, neurologiquement, par familiarisation inconsciente, à te répondre.
Et donc, en fait, tout l'intérêt, c'est d'émuler LinkedIn en tant que plateforme, écosystémique et de pas se dire, ouais, c'est juste une régie pub, c'est juste un réseau social. Non, c'est tout ça à la fois, quoi. Tout utiliser, tout ce qu'ils te proposent en tout cas. Comme le fait dès que LinkedIn sort un nouveau format, tiens, profiteurs en ads, dernièrement, ils ont sorti le document ad, donc tu mets une preview de ton document et si la personne veut le regarder, le carrousel, le document en entier, ils doivent donner leur mail. T'imagines bien, c'est pas le meilleur format, mais quand il est sorti, tu l'utilisais, t'avais des meilleurs perfs. Voilà, c'est un peu toujours le même sujet, donc tellement aligné avec toi de jouer à la fin le maître de ce jeu là c'est LinkedIn, faut quand même aller évidemment dans son sens, t'es gagnant. Et t'as une méta en fait méta, donc c'est voilà, en fait la méta c'est quoi, c'est à la fois ce que la plateforme veut et dicte, mais qui va être vachement influencé, dicté par ce que les utilisateurs veulent. Et donc forcément, si les utilisateurs veulent plus de contenu avec des photos, avec des selfies, et ben l'algo va au bout d'un moment vachement plus récompenser ce contenu-là. Donc en fait, on en revient toujours à ce que veut l'utilisateur et secondairement, l'algo finira toujours par se plier à ça et par se plier à ses desiderata. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, trop Benoît. Cool. J'espère que ça t'a plu. J'adore. Je rêvais de cet échange avec toi. Génial. Qui plus est à Lyon. Alors là, on peut te joindre où? Comme tu l'aurais dit sur LinkedIn, c'est sur une de tes pubs. C'est ça, tu vas passer une pub. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas le plus pratique pour échanger LinkedIn, mais attaquer un échange sur LinkedIn et pourquoi pas passer sur WhatsApp ou même parfois par mail sur certains sujets. Mais ouais, à fond sur LinkedIn. Si on veut me donner de la force et qu'il y a des tweetos qui m'écoutent, allez-y, là, je me lance sur le game de Twitter. Je m'inspire pas mal de Benoît. J'ai découvert que Benoît, toi, tu y étais un peu, et mine de rien, t'as une belle communauté sur Twitter. Moi, c'était ultra nouveau pour moi, donc voilà, fallait me voir là aussi. Twitter, viralité sur Twitter qui est juste phénoménal, j'ai jamais vu ça. Il y a un truc qui a cherché ça. C'est dingue. Ah ouais, pour moi, 2023, 2024, c'est les années de Twitter. Ouais. T'as tout le LinkedIn Games français qui débarque sur Twitter, c'est sûr et certain. Ça, ouais. C'est vraiment, ça va être l'année de Twitter. Si Elon Musk ne plombe pas le truc comme c'est... Je vais pas... Je pense que ça va aller, je pense, mais... Bien sûr, ouais. Et je vous propose, alors sur YouTube, il y aura une petite handle et tout pour que vous puissiez cliquer, mais d'aller voir justement ton Behind the Skills sur LinkedIn Ads pour je vais rajouter le plus de corps possible à ton à la partie qu'on a fait sur le sujet. Super vidéo où t'expliques tout en détail sur la stratégie, donc ça vous permettra de mettre du concret à l'ouvrage. Et encore une fois, ouais, merci beaucoup, c'était trop cool. On fait ça quand tu veux. Et on se dit à très très vite pour un prochain épisode, comme d'hab toutes les semaines. Et on se retrouve sur skelesia.co, on se retrouve sur LinkedIn, on se retrouve où vous voulez, sur les Champs-Élysées ou je sais pas, ouais, je sais pas comment conclure. Allez, ciao.